Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite review de Fortnite of the Apocalypse. Aujourd'hui épisode 8. Donc on poursuit le combat contre Ironside, suite au nouveau pouvoir qu'a développé Perceval, en tout cas qu'il a développé. Donc grosso modo, Perceval se concentre beaucoup sur esquiver les attaques d'Ironside et de se concentrer plutôt sur détruire le cercueil des ténèbres éternelles là. Donc il évite les attaques d'Ironside. Franchement, au niveau de l'animation, c'est toujours de super qualité, ça fait énormément plaisir. Donc voilà, petit affrontement encore une fois. Et en gros, Perceval utilise les pouvoirs de Donnie, ce que j'avais dit dans un épisode précédent que ce serait plutôt bien de l'utiliser, puisque je rappelle que Donnie maîtrise plus ou moins un truc de gravité. Et en fait, il fait s'envoler un petit peu le cercueil, pendant que Ironside lui tourne le dos. Comme ça permet à Perceval de lancer une attaque qui détruit du coup le cercueil. Voilà. Et au passage, il en profite également pour détruire le casque de Ironside. Donc on voit enfin le visage d'Ironside qui a l'air d'être pas mal surpris sur le coup quand même de s'être fait avoir comme ça. Et ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'effectivement il a les yeux de Perceval. Ça il y a aucun doute, là-dessus. Et un peu plus tard, Perceval commentera justement qu'il ressemble beaucoup à son grand-père. Et du coup, bah ça lui fait quand même vachement mal, quoi. Suite à ça, donc Ironside essaye un petit peu de manipuler Perceval en lui disant bah écoute, vous avez réussi, c'est bien dommage pour moi, je vais me faire tuer pour mes bêtises, parce que j'aurais pas réussi à accomplir la mission. Bon bah écoute, c'est pas grave, mais toi, mon fils Perceval, laisse-moi te regarder une dernière fois, que je grave ce souvenir dans ma mémoire, ou un truc dans ce genre-là. Et mine de rien, ça touche un petit peu Perceval, parce que Ironside, quand tu le regardes bien, au niveau physique, ça a pas l'air d'être un gars méga méchant non plus, quoi. Je veux dire, il le porte pas sur son visage que c'est un méchant, je trouve. Tu sens que c'est le personnage. Alors, je sais pas si c'est fait exprès dans le design, mais il ressemble beaucoup à la fois à Dreyfus et à la fois à Hendrickson de Nanatsu no Taizai, qui du coup étaient des personnages qui à la base sont présentés plus ou moins comme des méchants, mais plus tu en apprends sur eux, plus les personnages se développent et plus ils deviennent beaucoup plus gris, jusqu'à devenir des personnages du bon côté, on va dire, à terme. Et ouais, je trouve que que Ironside, du coup, dans le design, leur ressemble beaucoup. Est-ce que du coup, ça suppose que on va découvrir des trucs sur Ironside qui vont expliquer son comportement, puisque un peu plus tard dans l'épisode, le père de Anne, du coup, qui a survécu, nous explique que bah, Ironside était un ancien compagnon de sa mère à l'époque où il servait sous les ordres d'Arthur, à Camelot, et qu'en gros, bah, c'était quelqu'un de noble, de juste, plutôt quelqu'un de bien en fait. Donc qu'est-ce qui a pu se passer pour que ça change? On sait que Varghis, le grand-père de Perceval, enfin, qui nous est présenté comme le grand-père de Perceval, on sait qu'a priori il a volé quelque chose à Ironside il y a 16 ans. Donc le plus logique ce serait de se dire bon bah c'est Perceval qui l'a volé, ce qui n'est pas déconnant. Mais il y a peut-être quelque chose d'autre, puisque Perceval doit bien avoir une mère quelque part. Est-ce que Varghis serait responsable de la mort de la mère de Perceval d'une manière ou d'une autre? Peut-être. Je ne sais pas. Trop peu de spéculation. Et je vous dis ça, j'ai lu le manga. Je me souviens plus du tout si on me donne des infos là-dessus ou pas. Donc ça fait très très longtemps que j'ai pas lu le manga. Pour ça, j'apprécie beaucoup cette adaptation qui me remet bien dedans et tout. Et donc voilà. Donc Ironside essaie de manipuler Perceval, mais Anne lui fait très vite comprendre que non, faut pas qu'il le croie, il est en train de lui mentir. Et Ironside pète un petit peu les plombs. Pas très très heureux que Anne du coup révèle ça. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que Ironside essaie de se la jouer bon père, repentissant, machin et tout. Mais à côté, t'as Anne qui est capable de lire de détecter le mensonge. Du coup, donc il pète un peu les plombs et il dit non mais voilà, c'est vrai, je vais t'anéantir, machin et tout, tu peux trop énervé. Et alors qu'il s'apprête à lancer une nouvelle attaque, il y a un autre chevalier sacré qui l'interrompt. Moltarde, je crois, quelque chose comme ça. Il lui dit que bah c'est pas la peine, qu'il comprend sa frustration, mais que
Il peut pas passer tout son temps, il peut pas se concentrer uniquement là-dessus parce que, bah, il y a quelqu'un ou quelque chose qui est arrivé à Sistana et qui est en train de défoncer complètement les créatures qu'Ironside a invoquées. Ce qu'on voit d'ailleurs un peu plus tôt dans l'épisode. Là, je traite vraiment ça d'un bloc, mais on voit pendant l'épisode qu'il y a quelqu'un. On sait pas qui, on voit pas son visage, on sait juste qu'il a l'air de se battre avec des épées, qu'il a l'air d'avoir des flèches au niveau de ses bras. Donc, ce qui a l'air d'être un jeune garçon, a priori à vue de pif. Voilà, un jeune garçon, un jeune homme, qui arrive effectivement à détruire les créatures du chaos en un rien de temps, quoi. Chose intéressante, ces épées, ces petites, c'est pas des épées, c'est plus des espèces de petits coutelas, des petites dagues ou je ne sais quoi, se brisent beaucoup. Donc est-ce que ça veut dire que, un peu à l'image de Meliodas à l'époque de Nanatsu, est-ce que ça sous-entend qu'il est trop puissant par rapport aux armes qu'il utilise? Peut-être. Allez savoir. Mais ouais, donc il arrive vraiment à détruire les créatures du chaos. Et un peu plus tard, Perceval, Nation et Denis lui posent la question, mais qui c'est que t'as appelé pour que ce soit aussi efficace, machin et tout Signe, explique-nous, quoi. Et Signe dit, oui, non, c'est mes amis de la forêt, vous inquiétez pas. Eux, ils sont tous persuadés que c'est des chevaliers sacrés qu'il a appelés. Et pourquoi pas, hein, si Nanatsu nous a bien prouvé un truc, c'est que même jeunes, les chevaliers sacrés, quand ils sont doués, genre Gilsander, Gryamor et Hauser, peuvent être quand même plutôt bad. Je sais plus quel âge ils avaient, mais je sais plus, parce qu'il me semble que Gilsander était un peu plus vieux qu'Elisabeth qui avait 16 ans. Peut-être la vingtaine, grand max. Et donc voilà, en fait, le chevalier sacré qui est venu pour interrompre Ironside lui dit non, non, mais vu ce qui s'est passé, c'est forcément soit un des 7 péchés capitaux, donc un de l'ancienne team, pas Merlin, puisqu'on sait que Merlin est du côté d'Arthur, et pas. Comment il s'appelle? Pas Escanor, puisque Escanor est mort, mais ça laisse Meliodas, euh, Ban, King, Diane ou Gozer. Bon, soyons très clairs, la figure qu'on a vue ressemble à aucun de ces cinq-là. Et donc il dit, oui, c'est soit un des 7 péchés capitaux, qui sont quand même la grosse menace qui nous embête, après les 4 cahiers de l'Apocalypse, ou c'est quelqu'un du niveau des 7 péchés capitaux. Alors là aussi, il faut relativiser. Du niveau des 7 péchés capitaux, de quelle époque? De la toute fin de Nanatsu no Taizai, d'avant? Voilà, il faut relativiser la question, quoi. Et donc en gros, bah, il décide d'abandonner tout ça et il se casse, quoi. D'ailleurs, j'aime beaucoup le design de cet autre chevalier. Là où l'armure d'Ironside, elle est très rouge sombre, celle-là, elle est très jaune, pas dorée, mais jaune assez sombre aussi. Franchement, niveau des couleurs et tout, ça rend vachement bien. Et donc suite à tout ça, bah, notre petite équipe, il pousse un soupir de soulagement. Là, ça y est, l'adrénaline est en train de retomber. Ils prennent conscience de ce qui vient de se passer, quoi. Et donc voilà, ils sont tous assez contents d'avoir survécu. Pas d'avoir réussi à se débarrasser d'Ironside, hein, mais d'avoir réussi à survivre, c'est déjà pas mal. Angarat se réconcilie avec son père. Euh, Perceval s'est fait noter que pendant qu'il était dans son mode cavalier de l'Apocalypse, on va dire, que sa cape, elle avait grandi. On sait que sa cape et son casque, je crois, sont des objets magiques enchantés. Donc, est-ce qu'ils réagissent à la magie de Perceval, comme le suggère Nation? Probablement. Et suite à ça, bah, du coup, Perceval s'isole un petit peu, fait un petit peu l'idiot, mais s'isole un petit peu pour, du coup, admettre que bah, ça lui plaît pas, mais Ironside ressemble quand même beaucoup à son grand-père et tout. Il pleure, enfin, c'est tout mignon. Franchement, j'aime beaucoup Perceval, c'est un personnage qui est, pour un personnage principal, il montre clairement des signes de maturité que d'autres personnages, d'autres protagonistes ne montrent pas forcément dans les mangas, donc c'est cool. Suite à ça, donc on retrouve Ironside à Camelot, devant Arthur. Et c'est fou à quel point Arthur a pas l'air d'avoir quand même beaucoup changé en 16 ans, je trouve.
Et lui, en fait, il lui dit que bah il a échoué, machin et tout. Arthur qui le taunte un petit peu, qui lui dit ah oui, vous avez perdu contre un enfant, ou devrais-je plutôt dire contre un des 4 cahiers d'Apocalypse, qui est encore qu'un enfant. Et on a une petite scène de torture gratuite sur Ironside, comme ça, avec Arthur en mode KO du coup. Et ouais, enfin, il le transperce avec. Enfin, c'est pas dérangeant en soi à voir, puisque j'ai vu d'autres trucs pires, genre ne serait-ce que l'éclipse de Berserk, mais voilà, c'est le genre de scène, bon, c'est là, c'est que, ouais, on peut passer à autre chose. Très bien. Et en fait, quand ça s'arrête, Ironside n'a aucune blessure, donc est-ce que ça s'est vraiment passé, ou est-ce que c'est juste un espèce de pouvoir d'illusion ou autre? On ne sait pas. Arthur nous explique justement que en fait l'humanité a toujours été en conflit avec les autres races de Britannia. Donc c'est pour ça que lui, il a créé Camelot, qui est un lieu de paix où personne ne connaît le deuil, ne connaît les problèmes, ce genre de choses. Et il mentionne notamment que Ironside lui-même n'aimerait pas perdre les bénéfices de ce monde-là. Donc Ironside, en plus d'être loyal à Arthur, parce que je pense qu'il est loyal à Arthur, il a quelque chose à y gagner quand même d'être à Camelot. Quoi? Pour l'instant, on ne sait pas, mais voilà. Je pense qu'Ironside a vraiment ce potentiel d'être un personnage beaucoup plus gris, beaucoup plus nuancé que juste un méchant basique. Voilà. Et notamment, Arthur confie donc une tâche à Ironside, de lui trouver une épouse, puisque ce qu'il explique, c'est que bah, du côté de Lyonesse, ils ont la vision de Bartra, du roi Bartra, qui lui permet d'avoir comment dire ça, des petits flashs du futur, des espèces de prophéties, ce qui était justement, on l'avait vu beaucoup dans la Tsuno Taizai, il y avait eu 2-3 prophéties comme ça qui étaient intéressantes. Et en gros, donc il lui demande de lui trouver une épouse, sous-entendant que l'épouse en question aurait des capacités similaires ou leur permettrait en tout cas d'avoir quelques infos sur l'avenir. Si vous connaissez un petit peu le mythe arthurien, la femme d'Arthur dans les légendes, c'est Guenièvre. Donc a priori, Guenièvre va finir par se pointer dans l'histoire. Ça peut être très drôle avec Lancelot d'ailleurs. C'est terrible, hein. Moi j'ai la série Camelot en tête. Donc voilà, à voir, wait and see où est-ce que ça va aller. Et on retourne du coup sur notre petit groupe qui se dit ah bah c'est bien quand même, la ville va pouvoir être reconstruite. Bon, c'est dommage que les bâtiments en aient souffert, mais le père de Anne lui dit non non, mais l'important c'est qu'il n'y ait pas eu de victimes du côté des civils, le reste c'est pas dramatique. Et notamment donc on retrouve Anne qui s'est encore coupé les cheveux plus courts. Franchement, je préfère sa version alternative. Cheveux courts, cheveux longs, bof. Entre les deux, franchement, elle était plutôt bien. C'est dommage au niveau du design. Et où elle explique à son père, du coup, bah, qu'elle s'est rendue compte en affrontant Ironside bah, qu'elle était trop immature, qu'elle avait pas assez d'expérience, qu'en fait elle voulait parcourir le monde pour ouvrir ses horizons et devenir plus forte pour pouvoir protéger les gens qu'elle tient. Et son père lui dit non, non, mais je vais pas te laisser voyager toute seule. Et au début, elle est prête à répliquer, elle comprend. Attends, ça veut dire que tu me laisses partir du coup? Et donc oui, le père d'Angarad la laisse partir avec le groupe de Perceval. Et c'est mignon parce qu'il y a Nation qui dit non, mais de toute façon, on l'a considérée déjà comme une des nôtres. Un peu rapide, mais bon, c'est pas comme si les autres, il y avait eu 36, 36 possibilités différentes de former des liens. Donc voilà, donc Anne fait ses adieux à son père et l'aventure continue. Et donc on a une petite scène post-générique où les personnages ils discutent un petit peu, comme quoi, bah voilà, Ironside il a voulu tuer Perceval parce que c'est un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, ceci, cela, et l'épisode se termine là-dessus alors qu'ils sont toujours en route vers Lyonesse. Donc voilà, un petit épisode bien sympathique, qui conclut du coup l'arc Sistana, c'était cool, et qui nous laisse imaginer qu'est-ce que pourra être... Alors pour le coup, je ne sais plus du tout de quoi va parler l'arc d'après, mais ma foi, on est épisode 8, je crois que c'est une saison de 24 épisodes, donc je pense qu'on peut, sur les 4 prochains épisodes jusqu'à l'épisode 12, on peut s'attendre à des trucs intéressants. Un petit arc de 4 épisodes peut-être. Donc voilà, donc on verra bien. Moi, du coup, je vais vous retrouver la prochaine fois pour l'épisode 9. Et puis, bah, on verra bien où ça nous mène. Allez les gens, portez-vous bien. Bye.